Bonjour tout le monde. Et donc le premier panel va être consacré à la compétitivité de l'agriculture. Et donc le panel est ici composé d'un certain nombre de personnes qui sont des personnes connues dans le domaine de l'agriculture. Je vais commencer par le doyen Claude Diembadjo, qui a été quand même l'une des personnalités de l'agriculture, qui travaille aussi à l'Ibadan. Il y a le docteur Sall, Ibrahima Sall, qui est dans l'agriculture depuis toujours, et qui est aussi un acteur clé de l'agriculture. Le docteur Pape Ali Diallo également, donc a été, je crois, l'un des tout premiers du côté de Thiès, et qui joue également un rôle central donc, dans ce domaine. Moi, je suis enseignant à l'école vétérinaire, et je tiens à remercier d'abord les organisateurs de m'avoir associé à cette manifestation, et de m'avoir confié donc, la présidence de ce panel. Effectivement, je pense qu'il est question de voir comment faire en sorte que le poulet soit à la portée du consommateur sénégalais, donc que le poulet, la production du poulet ou des produits agricoles augmente au Sénégal, mais il faut faire en sorte que cette production permette aux consommateurs sénégalais d'avoir production de qualité à un meilleur coût, et aussi par rapport au marché international, que nous soyons encore très compétitifs, puisque quelqu'un l'a dit tout à l'heure, malgré l'interdiction des importations, on assiste à des introductions frauduleuses de produits agricoles ici, et c'est la preuve sans doute que par rapport donc, aux autres marchés, nous ne sommes pas assez compétitifs. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que, effectivement, le cordon sanitaire qui a été installé et qui nous protège jusqu'à présent, c'est ce que j'ai bien compris, le jour qu'on va le lever, le ministre l'a dit tout à l'heure, que ça ne peut pas être éternel. Le jour que ce cordon sera donc levé, qu'est-ce qu'il faudra faire pour nous permettre donc, de continuer à produire, en particulier du côté donc, des produits de chair, qui, je crois, est le secteur ou le segment qui est le plus sensible au marché international. Donc, un certain nombre de points ont été déjà agités. Un certain nombre de points ont été déjà agités. Nous, on avait fait des études qui sont un peu anciennes, qui montrent justement que l'un des problèmes qu'on rencontre du côté de la compétitivité, c'est le volet aliment. Puisque l'aliment représente jusqu'à 66% du coût de production. Et dans la salle, on a beaucoup parlé du maïs, qui représente également près de 100% donc de la composition de l'aliment. Aujourd'hui, d'après les uns et les autres, donc, la compétitivité pourrait être fortement liée à cet intrant majeur qui est le maïs. On avait également fait des études qui ont montré que les poussins représentent une part non négligeable également, autour de 23%, donc du coût de production. On a beaucoup insisté au cours des quelques interventions sur les OAC, leur qualité et peut-être leur coût. Donc il y a effectivement un certain nombre de pistes qui ont été déjà lancées pour servir de base à la discussion. Bon, personnellement, j'aurais quand même souhaité qu'on parle un peu plus aussi des questions de santé, des questions sanitaires, parce que peut-être que ces jours-ci, il n'y a pas eu de crise majeure, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas revenu. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'on aura beau faire des investissements, on aura beau investir énormément dans la filière, et tant que le problème sanitaire n'est pas réglé, ça sera plus ou moins, je ne dirais pas un peu de perte, mais les pertes seront importantes. Donc j'ai salué, j'ai noté également quelqu'un qui a parlé du contexte réglementaire, dont on parle énormément, mais qui tarde à se mettre en place. Donc du rôle régalien de l'État de contrôle, justement,
de la qualité des intrants. Donc il y a un certain nombre de pistes qui ont été développées, et je pense que sans plus tarder, je vais donc donner la parole. Je ne sais pas si parmi aux différents membres donc, du panel, et ensuite à l'assistance pour lancer le débat. Merci beaucoup. Je vais commencer par le doyen Claude. Merci, professeur Issao, encore une fois pour ta générosité et ta disponibilité. Merci à Nipa pour la qualité de la présentation. Et merci également à tous ceux qui ont pu intervenir pour parler un peu de la programme en général. Mes premiers mots, au-delà donc de ces remerciements, c'est déjà souhaiter l'assistance de vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Dire encore une fois que cette année nouvelle soit une année moins difficile, beaucoup plus joyeuse et heureuse que 2022, qui a été quand même extrêmement pénible. Pénible pour tout le monde, pénible pour tous les acteurs de la filière. Je pense qu'aucun acteur, en tout cas sur cette période, n'a été épargné. C'est vrai que je prends au volet un peu, disons, ma position d'aujourd'hui, parce que ce n'était pas prévu. Mais je vais essayer, tout simplement, de par peut-être le recul que j'ai par rapport à certains programmiers, de dire d'une manière crue toutes les difficultés qui ont été vécues, disons, par les programmiers en général. Mais également par l'indisponibilité, je dirais même, des matières premières. Alors, la grosse problématique a été posée tout à l'heure, je crois, par le doyen Amadou, c'est qu'on est entre le marteau et l'enclume. On a aujourd'hui au Sénégal un gros souci, c'est déjà l'indisponibilité des matières premières locales. Et quand je dis indisponibilité des matières locales, on a un problème d'abord de qualité, mais aussi de quantité. Et ça pose de gros problèmes. Alors, la Covid, puis la guerre ukrainienne, ont mis un peu en relief justement cette nécessité de pouvoir aujourd'hui être totalement indépendant. Et c'est le lieu aujourd'hui de travailler sur cet aspect des choses. Vous voyez un peu l'évolution des différentes matières premières. Je parlerai dans un premier temps de la matière première principale, qui est d'abord le maïs, qui, en termes de, je dirais, d'incorporation dans une formule volaille, vacille autour de 60% d'incorporation maïs, pour dire que c'est une matière première qui est essentielle. Il y a une dizaine d'années, ou même 5 ans, 6 ans, le maïs tournait autour de 110, 120, 130 francs. En avril, le bateau arrivé à Dakar, il était autour de 253 francs. Pour vous dire un peu l'évolution qu'a connue un peu la matière première. Et cette évolution était liée à 2 facteurs. Le premier facteur qui était d'abord le plus important, ce n'était pas le coût, mais c'est déjà la disponibilité. Le problème, c'est de savoir, est-ce que vous aurez un bateau de maïs à bonne date? Alors, j'en tiens pour preuve qu'on a dit ça parce que on a partagé énormément de réunions pour régler le problème de la disponibilité des matières premières au niveau du port de Dakar. Un bateau pouvait arriver au port de Dakar et rester en rade 1 mois et demi. Alors, voyez un peu la difficulté qu'avaient déjà les provendiers à disposer d'une matière première. Et je comprends pourquoi certains ont, à un certain moment, posé le problème de la disponibilité même de la provence au niveau du marché.
Vous y ajoutez le problème du fret. C'est-à-dire le bateau, pour en trouver, c'est-à-dire un bateau destination Afrique, ce n'était pas évident durant la Covid. Pourquoi? Parce que les bateaux préféraient aller en Asie avec un transit time de 15 jours plutôt que de venir en Afrique, de faire d'abord 1 mois et demi et de rester 1 mois et demi en rade au niveau des ports. Comprenez? Ensuite, vous avez le cours du dollar. Vous savez, le dollar a dépassé même, à un certain moment, l'euro. C'était quand même une situation inédite. Donc, quand vous cumulez donc, tout cela, la disponibilité, le problème, le coût du fret, le cours du dollar, etc., vous vous rendez compte que le produit lui-même final devenait être difficile à être disponible. La même problématique, vous la retrouvez sur le tourteau de soja. Le cours avait pris des proportions jamais connues. Et ça s'est répercuté également sur le prix de la province. Alors, quand vous avez donc les difficultés de disposer d'une matière première, je dirais essentielle, parce que quand on parle de qualité, on parle d'intrants de qualité. Alors, si vous vous limitez par contre aux intrants locaux, pour remplacer du tourteau d'arachide, du tourteau de soja, vous avez d'autres tourteaux. Hein. Je pense que mes amis vétérinaires qui sont autour de cette table et dans la salle peuvent témoigner un peu de l'irrégularité, un peu de la qualité du tourteau d'arachide. Ou bien même de la farine de poisson. Je pense que la farine de poisson aussi, aujourd'hui, de moins en moins, les gens l'utilisent pour plusieurs raisons. Même en termes, je dirais, de coût du produit final, les gens préfèrent avoir un tourteau de soja avec une régularité certaine, avec un goût, je dirais, plus neutre, que d'incorporer de la farine de poisson. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour faire une bonne province, vous êtes obligé, malheureusement, de se tourner vers l'extérieur. Les rares fois où on a eu à se pencher sur la production locale, je dirais pour le maïs, et je rends grâce à Dieu maintenant de l'existence de la nouvelle filière pour l'interprofession maïs. Parce qu'on espère en tout cas que cette interprofession maïs va pouvoir répondre à la demande locale. Mais jusqu'à ce jour, la filière maïs n'était pas du tout compétitive. Hein. Vous avez non seulement un problème de disponibilité de maïs, mais aussi de qualité de maïs. Parce que moi, du temps où moi j'étais à la NMA, je peux en témoigner ici, c'est que quand vous commandiez un camion de maïs, je dirais soit sénégalais ou sous-régional, vous recevez le camion, une fois que vous êtes au niveau de la qualité, vous vous rendez compte que pour augmenter le poids, on lui rajoute du sable et des cailloux. Alors, vous imaginez un peu la difficulté que les gens avaient pour faire confiance, je dirais, à la disponibilité de la matière première locale. Vous prenez le cas du son de riz. À l'époque, nous avions pensé, je me rappelle vers les années 2000-2005, nous pensions qu'on pouvait remplacer le son de blé par du son de riz. Le résultat triste, c'était que quand quelqu'un nous vendait du son de riz, il y rajoutait de la paille de riz pour augmenter le volume. On abandonne, on est obligé de se tourner vers des matières importées. Vous voyez donc la difficulté qu'on a aujourd'hui de pouvoir disposer de la matière première locale en quantité et en qualité. Et c'est ça qui aujourd'hui plombe d'une manière, je dirais, amère le coût de l'aliment qui est proposé aujourd'hui à nos amis éleveurs. Je me limite un peu à cette introduction et je laisse maintenant le soin aux autres de pouvoir poser des questions pour améliorer un peu, je dirais, la compréhension. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à l'assistance. Je m'associe à l'entame de mes propos. Micro. Je disais, à l'entame de mes propos, je m'associe un peu au vœu de Nouvel An que doyen Claude a présenté à l'assistance. Je pense que nous tous ici, on a besoin d'une année 2023 avec un peu plus de succès que ce qu'on a connu en 2022. Je tenais aussi à féliciter l'étude qu'a fait IPAR. Mais je pense qu'il n'y a pas de grande surprise par rapport à la qualité de la présentation. Connaissant un peu les consultants qui ont été mis en œuvre pour produire le document. Bien entendu, je ne partage pas toutes les recommandations et les résultats de l'étude sur une certaine part. Je vais au cours du développement essayer d'étayer ma position par rapport à ça. Je n'étais pas prévu pour être à ce panel. Je pense que je n'ai pas dû préparer un exposé. Mais si on m'interpelle sur mon quotidien, je pense que je dois être en mesure un peu d'en parler. Comment rendre plus compétitif la filière? Je pense que quand on parle de compétitivité, on évoque un peu l'environnement dans lequel nous sommes. Que ce soit un environnement régional, pour parler des pays africains qui nous entourent, ou bien environnement international. On a eu la chance d'être là avant 2005, qui est aujourd'hui la date repère en agriculture, parce que c'est à cette date que l'arrêté ministériel a été sorti pour interdire, pour des raisons sanitaires, l'importation de tous les matériels usagés. Nous le savons tous, à partir de ce moment, il y a eu un développement fulgurant des productions agricoles, qui est lié, certes, comme l'a révélé l'étude, à l'existence de machines. Et les acteurs ont saisi cette opportunité pour essayer de faire face à la demande. C'est ce qui justifie aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont investis dans l'agriculture. Mais cette embellie, tant décrite par l'étude, cache une fragilité extrêmement dangereuse. Au moment où je suis en train de tenir ce micro-là et de parler, si on reçoit une information comme telle, il y a une levée des importations, dans une semaine, vous allez commencer à vous rendre compte que les plus grosses sociétés vont commencer à s'écrouler. Parce qu'on n'est pas compétitif. D'où la pertinence du thème, comment rendre compétitif. J'ai lu le mot rendre sous différents angles. Parce que je pense que c'est le mot qui est adéquat. Si on disait comment être compétitif, ça serait un peu plus difficile. Rendre compétitif, ça veut dire que nous allons jouer sur des mécanismes, quelle que soit la situation, pour essayer d'être encore là. Je m'explique. Produire un poulet, c'est le bâtiment d'élevage. Le terrain, déjà, un terrain
un bâtiment d'élevage, le poussin, l'aliment, le savoir-faire et le marché. Je vais axer un peu mon intervention sur le poussin, parce que je sais que d'autres profils pourraient parler mieux que moi sur les autres éléments que sont le bâtiment, l'aliment, le doigt un peu procès, le savoir-faire, la technique et tout ce qui accompagne à la bonne production du poulet. Le marché, c'est un vécu, on a une population qui augmente et qui a une préférence de consommation des produits agricoles. Comme l'a dit Ndiaye, que j'avais du mal un peu à reconnaître, tout part du poussin, de l'œuf. L'œuf à couvert. Parce que nous avons une filière qui dépend à 70% en importation, on le sait tous, pour ce qui concerne les œufs à couvert. Avant les événements Covid et guerre en Ukraine, on a toujours pensé que le problème était uniquement financier. Parce que cet œuf qui maintient notre filière à 70% coûte le double si il est produit localement. Un œuf produit localement peut nous revenir autour de 120 à 150 francs si on travaille mal. Et aujourd'hui, on l'importe à 300 francs. Si on voit le besoin annuel en œuf à couver, qui est environ de 43 millions, si on enlève un peu la production locale, parce qu'il y a des essais qui ont connu des succès au niveau local. Il y a d'autres personnes qui ont commencé, ce qui fait que le cheptel local de reproducteurs tournerait autour de, je ne sais pas si je me trompe, 100 à 150 000 reproducteurs. Hormis ce gap financier qui est extrêmement important, qui pourrait même financer un peu les solutions de remplacement. Hormis ce problème financier, il y a ce problème de disponibilité. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, et c'est l'occasion un peu de remercier le ministère, quand on les a interpellés, on a organisé des réunions pour essayer de trouver une solution par rapport à ce manque d'OAC. Les provendiers avaient fini de régler le problème en maïs, même si c'était cher, parce que quand le Covid était venu, ce n'était plus une question de cherté, c'était une question de disponibilité. Et c'est là où la souveraineté est importante. Nous étions tous à couvert, présents, prêts à acheter, mais on n'avait rien à acheter. Parce que l'œuf à couvert n'était pas disponible. Ce qui fait que, à part la différence au niveau des coûts, il peut arriver des moments où, même si on a l'argent, on ne peut pas acheter. D'où la pertinence de trouver très rapidement des solutions alternatives. Qui découle de tout ça, c'est la mise en place de fermes reproducteurs au niveau local. On a longuement échangé en interne avec certains experts de l'IPAS. On a prévu de faire une étude. Les thèmes de référence sont disponibles. Le consultant est identifié pour voir dans les détails comment mettre en place ce système alternatif qui consisterait à couvrir le gap en
production d'œufs à couvert. Je vais un peu donner quelques éléments tout en évitant de m'épancher un peu. Nous savons aujourd'hui qu'on a un besoin d'environ de 300 000 reproducteurs. Bon, le chiffre exact, c'est 270 000 reproducteurs, lui égale un peu aux besoins actuels et l'évolution progressive que pourrait avoir l'agriculture de chair. On a aussi évoqué cette problématique qui consiste que l'agriculture de chair continue à être une activité événementielle. On va essayer de mettre en place des fermes de reproduction tout en sachant que dès qu'on met un cheptel, ce cheptel ne va pas respecter les événements. C'est des poules qui vont tout le temps produire. Ce qui fait qu'il faudrait un dispositif qui accompagnerait le soi-disant surplus de production en OAC qui va découler d'un surplus de production de poulet. D'où la nécessité rapidement d'investir sur des chaînes de froid pour qu'il y ait une production régulière, qu'il y ait des gens qui prennent le poulet régulièrement, qu'il y ait des gens qui élèvent régulièrement et que quand le marché n'est pas demandeur, on puisse stocker le temps que le marché demande encore. Parce que depuis 25 ans qu'on est dans la filière, mes ventes ne durent pas plus d'un mois. Mais en un mois, on peut perdre tout ce qu'on a eu comme bénéfice durant l'année. Ce qui fait qu'il faut nécessairement un dispositif tampon qui permet le renouvellement des cheptels. Les acteurs vont continuer à produire les poussins et les cheptels mis en place, on ne va pas faire passer les œufs en consommation. Parce que même actuellement, avec les petits cheptels qu'on a, il arrive que ces cheptels de 150 000 euros, on fasse passer des œufs en consommation. C'est un tas de problèmes qui vont être soulevés par l'étude qui va être menée par le consultant. On a parlé du toilettage des textes réglementaires, parce qu'on ne va pas mettre les gens dans des niveaux d'investissement à coups de milliards et les jeter comme ça, entre guillemets, en pâture, dans des zones où ils vont compétir avec des éleveurs de 50 sujets ou bien des éleveurs de poules locales. On a envisagé, on va proposer de délimiter une zone, ce qu'on appelle une zone de guet. On a pensé à la zone de la Grande Côte qui va être validée. Des textes réglementaires qui interdisent, qui vont interdire la production de poulet ou de toute volaille dans ces zones. Donc tout ça va être validé par l'étude qui va être mise en place. On est en train de penser sur des modèles de fermes. Est-ce que c'est fermes de 1000, de 2000, de 30 000? On va proposer des modèles de fermes. Tout cela va être conçu dans un document qui pourrait être présenté aux éventuels investisseurs. La collaboration avec les mairies pour l'accessibilité à la terre et surtout le nerf de la guerre, le financement. Comment trouver un mécanisme qui permet de financer tout cela. On a pensé à des fonds de garantie. La dernière fois, les institutions financières étaient là. Ce qui fait que c'est quelque chose de très avancé, mais tout pour essayer de produire et de sécuriser l'intrant majeur, qui est pas l'intrant majeur, mais l'intrant indispensable, qui est un peu le fabriqué. Bon. Pour le moment, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, pour pouvoir répondre. Mais succès, oui,
les fragilités. Il a raison, hein, le vieux, je ne sais pas qui a dit ça. Moi, il y a Amadou Fall. Il y a un taux de renouvellement extraordinaire des agriculteurs. Moi, je n'ai pas encore vu un jeune agriculteur qui fait des bandes de 500 et aujourd'hui qui est invité à la table des gens qui produisent en bâtiment fermé les lots de ferme. C'est ça un succès. Hein? L'éleveur de 500 passe à 1000, après passe à 2000. Là, dès qu'on a fait part de la mesure d'interdiction, mais c'est des financiers qui sont venus, qui ont fait des calculs, qui ont fermé des fois leurs boutiques de vente de trucs, les sociétés de pêche, on a connu, et qui sont mis en agriculture et qui gagnent de l'argent. Ça, c'est des finances, ce n'est pas des agriculteurs, hein, c'est des gens qui viennent gagner de l'argent. Mais ceux qui ont fait en sorte que tout le monde ait eu le courage de venir investir, ces gens-là sont en train de disparaître de jour en jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Sall. Donc, on va passer la parole à Dr. Diallo. Merci, professeur Bissot. Nous remercions toute l'assistance. Remercions également ceux qui ont pu organiser cette journée. Donc, je m'en vais peut-être parler un peu de l'étude par rapport à mon ressenti. Moi, je crois que par rapport à l'étude, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, on parle d'agriculture et on parle de succès. Alors que ce que les éleveurs vivent aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un échec global qu'à un succès. C'est vrai que l'étude présentée ainsi me rappelle un ami, un collègue, qui est déjà d'ailleurs dans la salle, qui disait que les grands agriculteurs vont remplacer les petits agriculteurs. Et moi je crois que dans ce mode d'agriculture, il peut y avoir coexistence des petits et des grands. Et dans cette étude-là, si on voit les activités, ce sont des activités premières ou secondaires. En général, l'étude montre que l'essentiel de l'activité est une activité principale. Alors, en réalité, par rapport à l'expérience que nous avons, ce n'est pas le cas. Vous avez quelqu'un qui travaille dans une boîte, qui est banquier, etc., qui bénéficie d'un fonds, d'un financement, qui lui donne la possibilité d'investir 300 millions, 400 millions. C'est vrai que ça lui apporte plus que l'activité qu'il avait comme activité première, mais donc il ne peut pas se positionner dans une situation d'activité première. Donc ce qui est clair, si on parle de problème de compétitivité, c'est parce que réellement dans ce secteur il y a des difficultés. Et parlant de compétitivité, moi je crois qu'on doit faire référence à deux éléments essentiels. D'abord, c'est les intrants qui font la compétitivité et deuxièmement, la technicité. Tout à l'heure, le ministre a dit que l'arrêt des importations ne peut pas être éternel. Un jour, il faudra s'attendre à la levée. Et mon collègue, le Dr. Sall, vient de dire que c'est imminent. Et là, ça vous fait peur. Ce qu'il faut savoir, l'agriculture aujourd'hui doit être un élément de souveraineté. Parce que toutes les productions de protéines animales vont avoir des difficultés. Vous avez la production bovine, la production ovine, etc. Ce ne sont pas des productions réellement facilement rentabilisables. Ce qui pourrait être facilement rentabilisable dans un pays essentiellement où on ne consomme pas le porc, c'est le poulet. Donc il faudrait travailler, je pense, à une souveraineté de cette activité-là. D'autant plus que c'est une production capable d'être multipliée. Aujourd'hui, nous produisons à peu près, en moyenne, la consommation 50 œufs par habitant par an, alors que dans d'autres pays, on est à plus de 200 œufs par habitant. Donc là, il y a une marge à gagner. Et comment faire pour accéder, pour gagner cette marge-là? Et ce qui est valable pour les œufs est aussi valable pour le poulet de chair. Donc il y a un gap à prendre. Et cette gap, pour prendre ça, c'est vrai qu'il faudrait un pouvoir d'achat de la population, parce que ce qui retient la consommation, c'est le pouvoir d'achat.
n'est-ce pas? Donc, un jour où le pouvoir d'achat va s'améliorer, où il y a une démocratisation de la consommation du poulet de chair, moi je crois que la production va encore augmenter davantage. Donc pour cela, moi je milite pour un arrêt systématique des importations. Pourquoi penser un jour importer? Tant qu'on ne trouve pas les leviers sur lesquels s'appuyer pour rendre cette activité compétitive, moi je crois qu'il faudrait chercher à travailler à l'interne. Travailler pour maintenir la fermeture des frontières et travailler pour que cette production soit compétitive. Et c'est possible. Mais demain, si on ouvre les frontières, quel que soit Alpha, il y aura des difficultés. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les importations persistent. Et cette importation-là se fait de manière frauduleuse en cautionnant, en achetant par exemple des puces. Dans certaines sociétés, vous détenez des factures et achetez de manière frauduleuse sur le marché des poulets importés. Donc ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un problème. Moi je crois que le poulet doit être un problème de souveraineté. L'autre élément, c'est chercher à améliorer les coûts des intrants. Donc les intrants, on en a parlé, c'est les intrants alimentaires. Donc moi, ce que je pense par rapport aux ceux qui produisent de l'aliment, c'est faire en sorte que les gains soient réinvestis dans la filière. Parce que si la population aujourd'hui n'a pas la capacité, la technicité de produire du maïs correctement, mais les provendiers, les industriels peuvent aussi essayer de mettre en place des fermes de, comment on appelle encore, des fermes de production de maïs. Ce n'est pas exclu. Je crois que l'État aujourd'hui peut aider à mettre les conditions nécessaires pour la production agricole. C'est une possibilité. Et cette possibilité-là, moi je pense que ça va passer dans la formation des agriculteurs. Aujourd'hui, le Sénégal a un déficit d'acteurs, d'agriculteurs capables de produire de manière moderne du maïs. Et pour cela, il faudra peut-être voir comment former les jeunes dans ce secteur-là. Et c'est une possibilité. Au lieu de mettre tous les jeunes dans les universités, mais de les prendre à un âge très jeune, les former pendant 2 à 3 ans et les installer dans les zones agricoles, ça aussi c'est une possibilité. Mais il faudrait également des gens qui sont dans le secteur, qui gagnent de l'argent dans ce secteur, puissent visiter, je crois, ce secteur-là. Parce que demain, on ne pourra pas rester les bras croisés en attendant qu'il y ait une production de maïs. Ce n'est pas les paysans d'aujourd'hui qui vont nous produire suffisamment de maïs ou suffisamment d'intrants alimentaires. L'autre élément par rapport à la production d'aliments, c'est un peu voir les coûts. Voir les coûts, travailler à ce que l'énergie baisse. Demain, on s'attend à un Sénégal où il y a du pétrole, où il y a de l'énergie. Mais malheureusement, d'après ce qu'on entend, malgré cette manne-là, les prix de l'électricité ne sont pas prêts à chuter. On vient de connaître la hausse du carburant, n'est-ce pas, la hausse de l'électricité. Mais lorsqu'on aura mis sur le marché le pétrole et les énergies, le gaz, d'après, comment on appelle, les discussions que j'ai eues avec certaines personnes, les coûts de l'électricité ne seront pas immédiatement, ne vont pas connaître de baisse. Là aussi, c'est un problème. Parce que ceux qui produisent de l'aliment, ceux qui font des poulets, vont dépenser énormément en énergie. Ça aussi, il faudra peut-être travailler pour une baisse de cette énergie-là. Donc, il y a d'autres facteurs de production aussi au niveau des producteurs d'aliments où on pourrait jouer pour avoir une baisse, moi je crois, de l'aliment. Je ne sais pas, le niveau des taxes au niveau des aliments, est-ce que ces aliments sont taxés? Est-ce que l'État peut jouer sur certaines taxes
pour la réduction du prix de revient de l'aliment. Donc il faudra résolument que l'État mette en place des transformations structurelles permettant à l'agriculture de pouvoir fournir à l'élevage ce dont il a besoin. Parce que, quoi qu'on puisse dire, s'il y a aujourd'hui compétition entre l'élevage et la consommation humaine, moi je crois qu'il sera très difficile d'avoir un aliment à prix intéressant. L'autre élément, ce qu'on sait un peu des agriculteurs, ce sont pour la plupart des agriculteurs de dimanche. Vous avez une activité principale et l'agriculture, c'est une activité secondaire où vous cherchez à aider un peu vos frères, vos enfants. Parce que le chômage, à un moment donné, est endémique au niveau des familles. Ce qui fait que si vous capitalisez une certaine somme d'argent, vous financez. Donc c'est une activité secondaire pour la plupart des promoteurs. Donc il faudra, moi je pense, travailler à une professionnalisation des acteurs, faire en sorte que les jeunes qui sortent des écoles puissent avoir la possibilité de s'installer eux-mêmes dans des zones dédiées où ils vont produire pour eux-mêmes. Et là, il faudra, moi je crois, que l'État mette en place des financements capables de régler cette situation-là. Il y a d'autres intrants à côté de cela. Aujourd'hui, on a vécu la hausse de la litière, rien que la litière, la coupe d'arachide, la paille, qui était à un moment donné chère, inaccessible. Ce qu'on a constaté également au niveau des alvéoles. Il commence à s'implanter des usines de production d'alvéoles. Là également, c'est des éléments qui peuvent entrer dans la hausse du prix de revient des produits. À côté de ça, il y a aussi des médicaments qui parfois coûtent assez cher à l'agriculture. L'autre élément, c'est l'amélioration du cadre sanitaire de l'élevage, en mettant en place des bonnes pratiques de l'élevage. Par exemple, pour que l'éleveur puisse maîtriser la biosécurité, avoir une prophylaxie médicale qui est adaptée, n'est-ce pas? Et avoir des laboratoires qui sont performants. Là aussi, on a des problèmes face à certaines situations de pouvoir poser un diagnostic de laboratoire qui répond à nos problèmes. L'autre élément, c'est l'organisation du marché, et c'est important. Le Dr Sall l'a dit, faire en sorte qu'on puisse avoir du poulet, une bonne conservation du produit, une capacité de conservation. Si on veut promouvoir la mise en place de fermes de reproduction, il faudra penser à avoir une production continue. Et pour cela, il faudra mettre en place des moyens pour conserver convenablement les produits. Et ne pas faire ce qu'on appelle des élevages de fête. Les élevages que nous faisons, c'est durant la fête où vous avez des pics de demande, n'est-ce pas? Et pour parer à cela, il faudra travailler dans la conservation. Et pour la réglementation, les gens en parlent. Donc la proposition faite par Dr Sall, elle est pertinente sur les fermes de reproduction. Mais la réglementation tout azimut peut poser parfois problème aux éleveurs. Moi, il n'y a pas longtemps, à Kolda, on a saisi des œufs d'un revendeur, 800 œufs, on l'a saisi parce qu'il ne détenait pas d'un carnet sanitaire. Moi, j'estime, si l'éleveur, comme on appelle le vétérinaire ou le technicien est en face d'un éleveur qui n'a pas de carnet de salubrité, de certificat de salubrité, lui, en étant technicien, il peut juger de la qualité des œufs. Et non pas saisir les œufs dans la nuit, transférer 400 plateaux à la prison. Et si ce n'était pas l'intervention des techniciens, l'autre 400 plateaux allait partir comme ça, en feu. Donc si on met des personnes, des agents techniques ou des vétérinaires dans des localités, moi je pense que c'est pour booster, pour améliorer
pour faire en sorte que l'élevage aille de l'avant et non pas sanctionné. Vous n'avez pas un carnet, un papier, et on vous saisisse. Pendant une nuit, vous perdez 800 000 francs, ça ce n'est pas sérieux. Et ça, ce sont peut-être la réglementation qui peut poser cela. Parfois, nos agents des administrations sont de véritables, je ne sais pas, comme des policiers. Ça aussi, ça pose problème. On vous interdit ici, on vous l'interdit et on ne vous donne pas le temps ou les moyens d'aménager ou de changer la situation. Donc, la réglementation, tout azimut, parfois peut poser problème à l'agriculture. L'autre élément, c'est par rapport à, on a connu ici en 2016 des méventes des œufs, des méventes extraordinaires au niveau des œufs. Donc, moi je pense qu'il faudrait travailler à pouvoir transformer, travailler dans la transformation. Et là, ceux qui le font, ceux qui peuvent le faire, c'est les grands industriels qui sont déjà sur le marché. Donc, à la place, au lieu de mettre en place des fermes, moi j'aurais peut-être préconisé qu'ils travaillent à mettre en place des usines de transformation des œufs, par exemple, ou même du poulet. L'autre élément, c'est de travailler par la formation en améliorant le service technique au niveau des élevages. Donc, si on améliore le service technique, on pourra aussi également améliorer la compétitivité. Donc, pour le moment, on s'arrête en attendant de... Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Diallo, pour les différentes propositions. Nous allons passer la parole à M. White pour son argumentaire avant de nous remettre la parole à l'assistance. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, professeur. Je salue l'intervention de mes prédécesseurs, la présentation donc, de l'IPAR concernant les sources, les facteurs de compétitivité de l'agriculture, surtout ceux relatifs au succès, aux faiblesses et aussi aux perspectives de développement. Donc moi, véritablement, je me réjouis de la tenue de ce séminaire, de cet atelier, qui vise à renforcer les capacités des acteurs, qui vise aussi à développer le partenariat, les concertations entre acteurs donc, de développement, surtout concernant donc, cette filière tant attendue par l'État du Sénégal, à savoir l'agriculture locale. Parlant d'agriculture, moi, je pense qu'il faudrait phaser donc, la période avant 1994, c'est-à-dire que de 1960 à 1994, date de la dévaluation du franc CFA. À l'époque, on avait une agriculture à l'état embryonnaire qui n'était pas formalisée, qui avait des difficultés de développement dues aussi aux politiques d'ajustement structurel de l'État. À l'époque, c'était très difficile. C'était très difficile de faire de l'agriculture. Et on comptait du bout des doigts donc, les acteurs, les grands acteurs agricoles. Je pense que Sedima avait débuté donc, vers 88-89 concernant l'industrialisation. Et l'année 94 allait véritablement booster donc, cet état embryonnaire donc, pour faire en sorte que cette agriculture soit véritablement une agriculture de développement. Pourquoi? Parce que le franc CFA étant dévalué, il y avait peu d'importations, ou bien alors les importations étaient moins compétitives par rapport à la production locale. On vendait bien, on vendait mieux, et au bout du compte, on avait une agriculture qui commence à prendre forme. Donc je pense que l'année 1994 est une année charnière, donc qui récapitule l'avancée
de cette filière dans l'économie nationale. La troisième date que j'allais évoquer, c'est 2005. Donc de 1994 jusqu'à 2005, on avait une agriculture qui avance, qui pousse, qui grandissait, mais qui avait aussi des problèmes de développement dus surtout aux importations massives de poulets. À l'époque, on parlait même d'œufs, etc. En 2005, en réalité, l'agriculture locale était à terre, était véritablement à terre. Ce qui a véritablement boosté cette agriculture-là, c'était la suspension des importations, l'interdiction d'importation de tout ce qui était poulet, tout ce qui était produits dérivés des poulets, tout ce qui était œufs, etc., etc. Et là, les deux ministères, à savoir le ministère de l'élevage et le ministère du commerce, donc c'était concerté pour rendre effective cette mesure d'interdiction. Et je pense que c'est cette mesure même qui a inspiré les autres mesures qui allaient affecter d'autres filières, à savoir les filières horticoles. Donc on avait commencé par l'agriculture et on s'est rendu compte que, en réalité, quand on interdit l'importation, véritablement, donc ça booste la production locale. Donc en 2005, c'était le début donc, de cette interdiction et du coup, on avait une envolée de la production, naturellement, parce qu'il n'y a pas d'importation. Pourquoi? Parce que l'État, à cause de mesures sanitaires, avait pris à juste mesure donc, cette interdiction d'importation de produits agricoles donc, sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure était appliquée aux frontières par la douane et était suivie aussi par les services du ministère du Commerce. Donc de 2005 jusqu'à nos jours, en réalité, donc c'est cette mesure-là qui a fait véritablement le développement de la filière, pour dire vrai. Et c'est cette mesure, je l'ai dit tantôt, qui a inspiré donc, nos chaînes de production, que ce soit produits horticoles. Par exemple, de janvier jusqu'à, disons, fin juillet, on prend la mesure d'interdiction d'importation, par exemple, de l'oignon. De janvier jusqu'à fin août, on prend la décision d'interdire les importations de pommes de terre. De janvier jusqu'à fin août, la mesure d'interdiction d'importation de la carotte. Et à chaque fois, quand on met en œuvre, quand on applique à juste titre ces mesures de suspension, on se rend compte sur le terrain qu'il y a un développement donc, de ces spéculations. Donc, pour dire vrai, en réalité, ce sont des interdictions d'importation qui boostent la production locale, puisqu'on n'est pas assez capacité pour concurrencer véritablement les acteurs internationaux. Le Sénégal ne peut pas faire face. Aujourd'hui, si on laissait tomber cette interdiction, je pense que la filière allait connaître des problèmes. En tout cas, nous, au niveau du ministère du Commerce, on est pour le maintien de la suspension des importations de produits agricoles et de tout produit dérivé donc, de l'agriculture. Donc ça, vraiment, c'est une ligne rouge chez nous. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, du point de vue responsabilité, on travaille sur ce créneau. Et je pense que tant que les structures du ministère du Commerce, en tout cas, sont là, ces mêmes structures vont veiller donc, toujours au maintien donc, de cette interdiction d'importation de produits agricoles ou bien alors de tout produit dérivé de l'agriculture locale. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit ici bien mon prédécesseur, c'est aussi une question de souveraineté nationale. Aujourd'hui, on a des difficultés sur nos ressources halieutiques. Le poisson se fait rare. Il se fait extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert les frontières, il y a toujours l'étranger qui vient, qui s'accapare et qui repart. Et de façon véritablement informelle, même j'allais dire, pour ne pas caricaturer. Donc je pense que, véritablement, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne,
les responsabilités ont été véritablement tirées et on s'est engagé sur le maintien donc, de cette interdiction d'importation de produits agricoles. La troisième phase, c'est la phase 2020-2021. 2020, c'était le coronavirus, Covid-19. 2021, c'est la guerre russo-ukrainienne. Donc, qui fait que nos sources d'approvisionnement allaient connaître des problèmes extraordinairement importants. Donc, de cette phase 2020-2021, on dénote réellement les sources de difficultés de cette agriculture. Et pour paraphraser l'autre, donc on a en face de nous une agriculture aussi qui est fragile, qui sans l'État ne peut pas avancer de façon durable, ou bien ne peut pas avancer de façon correcte. C'est la raison pour laquelle aussi l'État a pris ses responsabilités et a décidé de s'engager aux côtés des acteurs que vous êtes. En quoi faisant? En faisant un encadrement des prix. En quoi faisant? En luttant donc contre la cherté des intrants. En luttant contre la cherté des produits finis. Il faut savoir que l'État a fait d'énormes efforts pour la filière. Des efforts conjoncturels certes, mais qui, je l'espère, vont être durables. En 2020, l'État a suspendu tout ce qui est droit de douane sur le blé. À l'heure actuelle, il y a 0% de droit de douane sur le blé. Et qui dit blé pense plutôt au son de blé, qui est un intrant important au niveau de la formulation. Aujourd'hui, il n'y a plus de droit de douane sur le blé. C'est 0%. Encore mieux, l'État compense même le différentiel. Ici, donc des importations de blé. C'est-à-dire que le meunier qui va à l'étranger, qui importe à l'heure actuelle, à un certain prix, l'État le compense sur un prix référencé, compte tenu d'une structure de prix homologuée avec des acteurs. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus de droit de douane sur le maïs. 60% de la composition de l'aliment de volaille, c'est le maïs. À l'heure actuelle, c'est 0% de droit de douane. L'État a fait d'énormes efforts dans ce cas. Et cela depuis 2020, 2021. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, il n'y a plus de droit de douane sur les tourteaux de soja. Donc, pour les tourteaux de soja, c'est 0% de droit de douane. Quand un provendier va à l'étranger, importe pour se ravitailler au niveau du cordon douanier, il ne paie pas de droit de douane sur les tourteaux de soja. C'est 0% de droit de douane sur les tourteaux de soja. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle aussi, il y a 0%, il n'y a plus de droit de douane sur les oasis, sur les œufs à couver. Pourquoi? Parce que l'État a décidé véritablement de supporter, de soutenir la filière agricole. Donc, c'est dire que l'État est à côté de vous et que l'État est disposé à travailler avec vous pour le développement de la filière. Donc, je pense que cette compétitivité-là, ces sources, ces facteurs de succès, c'est surtout le partenariat entre vous, agriculteurs, et l'État. L'agriculteur, représenté par IPAS et par les provendiers, qui, des fois même, on a des difficultés sur la fixation des prix, parce que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on est sensible à votre cause et que réellement, qui dit petit agriculteur pense plutôt à la production locale, aux Sénégalais qui se battent tous les jours, aux Gordons, qui sont dans les fermes agricoles et qui travaillent matin et soir pour s'en sortir. Donc on travaille à avoir de bons prix et cela avec l'aide véritablement des acteurs provendiers. Et je vais même saluer les actions que mène notre doyen Claude Dembo-Diop, qu'il faudrait véritablement, j'allais dire même applaudir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un aussi qui est tout près de nous, qui nous renseigne correctement. C'est quelqu'un qui est tout près de nous, qui nous
dit les bonnes solutions à apporter. Et ces solutions profitent à l'heure actuelle non seulement aux provendiers, mais aussi aux petits agriculteurs que vous êtes. Si on suspend les droits de douane sur le maïs, on suspend les droits de douane sur les tourteaux de soja, on suspend les droits de douane sur les œufs à couver, en quelque sorte, il y a eu un lobbying ailleurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'État aussi procède de cette sorte. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'État renonce donc, à des sommes véritablement importantes donc, pour le compte des agriculteurs. Mais c'est parce qu'il y a eu des individus qui se sont engagés avec vous et que vous, en réalité, vous ne connaissez pas, qui sont au niveau des couloirs, qui discutent avec les administrations et qui font avancer cette cause-là de suspension de droits de douane. Donc, réjouissez-vous d'avoir des personnalités, des experts de haute facture qui travaillent avec nous et qui sont avec vous aussi donc, pour faire avancer, pour faire le développement toujours de cette filière. Donc, je disais tantôt qu'il y a eu 3 phases, donc 94, 2005 et 2020, 2021, qui sont des phases charnières dans le développement de l'agriculture locale. Donc, qui dit compétitivité aujourd'hui pense plutôt à la cherté des intrants. Et cela, le ministère du Commerce, en tout cas en relation avec le ministère de l'Élevage, avec toutes ses responsabilités, pour travailler avec les acteurs donc, sur la fixation, sur l'encadrement, sur l'homologation donc, de certains prix, à savoir le prix des intrants agricoles, aliments de volaille, et d'une manière générale, aliments aussi de bétail. Mais pour ce qui concerne l'aliment de volaille, on a travaillé sur un cadre de prix, on a travaillé sur une structure de prix qui est renseignée. Les provendiers nous fournissent des factures en bonne et due forme que l'on vérifie. Et on discute là-dessus pour avoir des prix qui, aujourd'hui, à mon avis, sont de juste prix. Parce que, aussi, c'est vrai de défendre la bonne cause, mais il ne faut pas aussi désavantager notre industrie locale. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, donc, on doit travailler sur le maintien des importations, des interdictions d'importation. Donc, importation de poulet, importation de tout produit agricole. La deuxième recommandation que j'allais énoncer, c'est surtout que ces mesures fiscales que l'État a prises, que ces mesures-là soient véritablement durables. Parce que, en réalité, si l'État ne procède pas ou bien décide de laisser en l'état les droits de douane sur le maïs, les droits de douane sur le blé, sur les tourteaux de soja et sur les œufs à couver, la cherté va se ressentir sur le panier de la ménagère. Donc je pense que la deuxième recommandation à énoncer et à proposer aux autorités, c'est de rendre durables les suspensions de droits de douane sur le blé, sur le maïs, sur les tourteaux de soja et sur les œufs à couver. La troisième mesure, à mon avis, qui peut aussi faire avancer la filière, c'est le renforcement du contrôle aux frontières et le renforcement des protections agricoles à l'intérieur du pays. Il faut que les deux ministères travaillent ensemble. Je pense que lors même du séminaire de Saly, on avait proposé de mettre en place un comité pour faire de la réglementation quelque chose d'interministériel. C'est-à-dire que, aussi bien le ministère de l'Élevage que le ministère du Commerce, on doit proposer à l'autorité publique donc, des décrets ou bien alors des arrêtés pour mieux surveiller, pour mieux contrôler ce qui se fait de bien au niveau de l'agriculture locale. Donc, ce renforcement du contrôle, à mon avis aussi, peut améliorer, peut rendre beaucoup plus compétitive l'agriculture locale. La quatrième mesure, donc quelqu'un l'a dit, mon prédécesseur, c'est la transformation. C'est doser l'industrie. Donc on se rend compte qu'en réalité, sur les 100% d'agriculteurs, 80% restent petits et 20%, donc, c'est véritablement l'industrie.
Et cette industrie-là, c'est représentée par qui? Donc, il y a certes la Sédiment, il y a Alicen, il y a etc. Donc, pour ne pas faire cette promotion Prodas et autres. Mais je pense que aussi les petits agriculteurs gagneraient à se regrouper, soit en coopérative, mais aussi faire en sorte que ce regroupement puisse être financé par l'État. Il y a énormément de fonds qui sont disponibles au niveau donc, de ce pays. Si vous agissez du côté du ministère du Commerce, du côté du ministère de l'Élevage, et que ces administrations portent votre dossier au niveau de la terre, ou bien au niveau du FONSIS, ou bien du FONGIP, ou bien de la BND, je pense que vous pouvez véritablement avoir bien de cause. Donc ce regroupement de petits agriculteurs, à mon avis, devait améliorer cette situation, donc, qui fait que les plus grands restent encore grands et plus forts, donc, et plus même de marché. Donc je pense qu'il faudrait aller aussi vers ce changement donc, de paradigme, donc de ne pas uniquement se figer à l'état brut, petit, mais aussi de se regrouper pour être grand. Et là, la voie est ouverte. Vous pouvez venir auprès du ministère du Commerce, vous pouvez venir auprès du ministère de l'Élevage pour que vos dossiers de financement puissent être portés en haut lieu. Et là encore, je pense que même l'IPAS pourrait servir de couloir d'acheminement. Donc l'IPAS gagnerait à se rapprocher davantage donc, du ministère du Commerce. Je pense qu'avec le ministère de l'Élevage, c'est la tutelle, c'est vrai, mais le ministère du Commerce est aussi là pour épauler, pour accompagner, pour encadrer vos dossiers donc jusqu'à aboutissement. La cinquième mesure qui, à mon avis, pourrait aussi faire aboutir cette situation-là, donc la rendre beaucoup plus compétitive, c'est la formation. Beaucoup d'agriculteurs sont là, en train de produire, mais ne connaissent pas réellement les rouages de l'économie, les rouages de l'administration. Donc je pense qu'au niveau de l'IPAS aussi, cette formation-là devait être beaucoup plus ciblée pour hisser les petits, donc en haut, en faisant, en les formant davantage, soit en administration, en technique administrative, en technique de gestion, et pourquoi même les former dans la fabrication aussi d'aliments de volaille, puisque c'est l'intrant qui pose problème des fois au niveau du coût de revient donc des petits agriculteurs. Donc je pense que le volet formation devait être encore beaucoup plus développé. Et sur ce, donc sachez que le ministère du Commerce aussi est là, disposé à travailler avec vous pour que véritablement le développement de l'agriculture locale puisse prospérer davantage. Donc on vous tend la main et on est partenaire donc, des agriculteurs. Et pour toute question vous concernant, je pense que la direction du commerce intérieur est toute ouverte aussi à vous accompagner, à vous encadrer et à vous donner les bonnes propositions. Donc votre filière est l'une des filières les mieux encadrées, les mieux protégées, entre guillemets, les mieux accompagnées. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous gagnerez davantage à travailler avec l'ensemble des sectoriels pour que véritablement ce développement puisse être ressenti au niveau local, donc au niveau du consommateur final, et que les prix qui sont proposés aussi au niveau de la grande distribution, au niveau des marchés traditionnels, etc., puissent davantage prospérer et davantage aussi pour que ces prix-là soient accessibles donc, aux populations locales. Donc voilà, Monsieur le Président, donc cher professeur, donc l'économie de mon intervention. Et je pense que les acteurs qui sont là, donc avec lesquels on est en train de travailler, et que de ces débats donc, vont aussi être proposés des recommandations fortes pour l'autorité publique, et que moi-même je ferai l'effort d'acheminer les bonnes propositions à qui de droit. Et sachez que vous avez avec nous, en tout cas, un partenaire engagé à côté de vous pour le bien de cette filière. Merci beaucoup. Au problème donc, des équipes, il a été question par le ministère du Commerce.
de l'exonération d'un certain nombre donc, de taxes, hein, aussi bien sur le blé, sur le maïs, sur le touto du soja et sur l'OAC. On nous a également proposé de mettre en place une zone dédiée. Hein, je suppose en particulier pour une demande de près de 270 000 producteurs, si c'est bien ça. J'ai pu comprendre aussi qu'à travers ça, on peut diminuer le coût de l'OAC de moitié, hein, passant actuellement de 300 francs CFA à 120 francs. Les autres options, les autres propositions, c'est également l'organisation du marché, la transformation notamment de nos produits, un clin d'œil aux œufs qui sont en sous-production à un moment ou à un autre de l'année. La formation des jeunes également a été évoquée. Donc c'est un certain nombre de pistes qui ont été identifiées. Je pense qu'on a parlé également des jeunes, non pas des jeunes, mais plutôt des petits producteurs qu'on doit organiser parce qu'on va vers la disparition plus ou moins annoncée des petits producteurs. Donc comment faire en sorte pour que ces petits producteurs, leur voix soit entendue. Donc c'est quelques pistes qui ont été avancées par les panélistes et on souhaite que vous alliez dans le même sens. Pas revenir sur les contraintes qui ont été largement discutées à différents niveaux, mais surtout faire des propositions pour nous permettre de sortir ici avec quelques recommandations fortes en direction des différents acteurs. Merci beaucoup. Voilà, donc gis naa ne bi ñu defee présentation bi ci interprofession bi wala sax ay acteurs yeneen yi def présentation production agricole bi yëpp gis nañ ne maïs bi ci représente si li ñuy wax léegi 60%. waaw may wax rek ne li représente 60% kon bu ñu koy tëgg ñëpp war nañ toog xam jafe-jafe tey moo tax ma kontaan bi ñu ma invité fii parce que xëy na su ma ñëwuloon sax du ma xam exactement lan moom nga représenté maïs ci production agricole mais dama gis rek jafe-jafe yi nga xam ne liir nañ fii ci problème agriculture bi problème yooyu la ñuy ñëw yóbbuwaat ko ci production maïs suñu ko defee ñun ñëpp ñu toog dinañ xam un peu lan mooy jafe-jafe mais su ko dégloo yenn intervenant yi dafay mel ni am nañ tuuti méconnaissance ci production maïs parce que peut-être bu njëkk li ci ëppoon importation dafa yomboon comme importation dafa yomb kenn bàyyiwul xel ne production locale am na kenn bàyyiwul xel jafe-jafe yi kenn bàyyiwul xel ñi leen di bayal maïs naka la ñu war a xoolee ba ñu ànd ensemble pour production bi yegg fi ñu ko war a yegg loolu yëpp ay jafe-jafe jafe-jafe bi gën a bu ñu seetlu mooy bi ñu waxee ay exonération bi tegg nañ di importation ma ne waaw mais loolu bu amee c'est vrai dina am ñu mu arrangé mais dina am ñu mu rey dootuñu encouragé producteur parce que tant que importation baa ngi yomb ñuy importer du ñu faale producteur te tant que faale producteur bu jafe-jafe yi amee ñëpp tax bi Covid bi ñëwee ba sentir na ne ndeke maïs dañ koy produit Sénégal bi Ukraine amee ñëpp danañ attention ndeke maïs dañ koy produit Sénégal waaye boobu comme importation rek dañuy def Sénégalais dama koy wax toujours ne ñun même jigéen ñi dañu bëgg importation dañuy rëy trop ci lu ñu moom mais dañu bëgg lu ñuy jëlee ci biti réew ñëw yaakaar ne loolu mooy suñu pënc loolu nag laa bëgg ñun ñëpp ñu delloowaat suñu xel ne bu ñu bëggee agriculture bii gën a développé il faut ñu dem xool filière producteur de maïs naka lañ organiser wu parce que loolu xam naa ne bëri na ñu ko xam naka lañ organiser wu lan lañ mën a produire am na ñu naan peut-être maïs amul wala dafa comme suma doyee dafa takk suuf wala dafa mais loolu yëpp bu amee intermédiaire bi li ko ci intéressé mooy xaalis bu waree dem tibb suuf sotti ci bu waree tibb xeer def ci parce que moom li ko intéressé mooy mu am xaalis tey mais bu filière bi daa war a mu daw wuti leneen parce que loolu téewu waaye li nga xam ne moom bu nawetee dina bay bu nawetul dina bay parce que bay la yaakaar kooku suñ ko accompagner dina def le même agriculteur bi nga xam ne moom la def métier bokkul ki nga xam ne daf ko def business ki ko def business moom bu business bi doog rek bu bàyyi ko dem ci leneen looloo tax su ma seetloo si suba ba léegi dañ naan ñi ko commencé woon ñetti at ñeenti dañoo bàyyi dem defi waat leneen parce que dañoo gis ne ñu mu doon seen métier dañ dem uti leneen mais les petits producteurs wala agriculteurs yu ndaw yoo xamante ne accompagné na leen loolu mën nañoo dem ba relever un peu défi bi nga xam ne ni tey jafe-jafe am na ci
ak secteur agricole. ma ñëw ci production maïs bi nga xam ne sama secrétaire moom la may laaj mooy ndax mën ngeen ñu jaay maïs ñaata ngeen koy jaay mais loolu dafay jar ñi nga xam ne ci secteur bi lay ne mu jaral leen ñu am lu tuuti lu dellu ci secteur gis nga dara boo ci nekkee muy la indil ay milliards da nga ciy investir da nga ciy delloo dara producteur bi dafa war a fexe ba delloo boppam ci li muy produire waaye ñi nga xam ne buñ produire war koo jënd si war nañoo wax ne attention ñun lañ war a def ba accompagner ñi ba ñii lu ñu soxla ñu produire am mais bu ñu toogee ñu du neex rek kii naan non baykatu Sénégal li muy bay dafa cher non baykatu Sénégal li muy bay amul qualité kañ la ñuy ànd bay liggéey kañ la cohésion boobu di am il faut ñu delluwaat ci organisation yi xool lan mooy seen jafe-jafe ñu càmbarandoon ensemble gis nañ ñun ñëpp ne intrant xëy na rek cher muy engrais mais kenn waxu ko pourtant producteur baa ngi affronté à de sérieux problèmes pour am engrais pour am urée parce que urée sax amul fa ñu ne war lan la war a produire chaque année ñu fixé ko 858 000 tonnes mais 858 000 tonnes bu ñu ko bëggee produire Sénégal dañuy am beneen yoon bu ñu aw mooy ak li fi nekk pour ñu mën a produire te loolu ñëpp ñoo ci jiw seen loxo même investisseur bi sax war na mën a xalaat naka lay appuyer ñi ba intrant yi engrais ak urée nekk à leur portée pour lépp lu ma bëgg ci may di produire ko waxuñu kenn ku may on a de bonnes relations ak banque ñoom pare nañ lu ëpp di financer li ñuy def mais luñ suñu capacité financière fu mu toll foofu la banque bi mën a toll lépp même boo doon fay chaque année mën na xëy jox la milliard am na ay réserve yu bari yoo xam ne ñu ngi Sénégal boo demee si terre neuve bi nga dem ci dëkk bi culture dëkk bi mais foofu ñaata hectares milliers d'hectares lañ fi mën a def si maïs te maïs rek moo nekk culture boo xam ne nu muy jàppale nit ñi si kër yi pour lekk humain noonu lay def pour agriculture kon boobu filière war nañ koo mën a développer mu dox Sénégal ba kenn dootu sonn gis naa war naa sànq exonération yi je suis pour mais frais yooyu ñëpp ñuy def suñ ko delloo si woon ci mbay mbokk mi rek mbokk mi développé mais suñu jëlee ñi nga xam ne dañuy business ñu exonéré leen jàppale leen ñu dem importer ñëw di business kon ñi koy bay dinañ tasaare parce que buñ ci gisul seen bopp dañuy dem maa ngi rappelé benn année bi benn bateau panne ñu ñëw fekk ñu teg 400 tonnes ñun ñu ngi am problème mu jaay parce que xamuñ sax kuy jënd mboq baa nga fa mais bu ñu signé contrat boobu même à 2 jours 3 jours bateau bi bu mu dépanne dañu ne nañ arrêté doy na parce que bateau bi moo gën a jàpp j'ai téléphoné le directeur du commerce moom moo si jàpp parce que camions yi jotoon dugg biir Dakar dañ leen doon arrêté j'ai téléphoné le directeur commerce moom moo si jàpp pour camion yooyu wàcc kon loolu ba léegi des na un peu ñu jox gëdd baykat bi nga xam ne ñoom te mënuñoo développé te ki koy def ki koy sonni joxuñu ko cër bu moom ndax dañuy toog rek waa baykat la petit producteur la non bu ñu nekk connaissant yi ci kooku rek lii ñu bëgg a tax tabax lii ñu bëgg a dem mu jëm ci kaw du dem ci kanam damay dem si un peu rek si un peu encouragé interprofession bi ñu travaille en synergie mënuñoo toog di produire naan kan lañ koy jaay ñoom ñu toog naan suñu ginaar yi amuñ dund loolu war naa mën a jeex li koy jeexal nag bu ma toog fii ne mën nañ tey ne soxla ngeen commande tant de tonnes millions de tonnes ma toog fii ne ok mën nañ ko déedéet da ngeen di ñëw mu jaral kenn ku ne mu dem defi benn étude ci morom ñu xam lu ñu mën xam capacité bu ñu mën ñu xam lan lañ ci mën a dolli wala li nga xam ne dañ ko am ñu jënd ko avant ñuy uti leneen en tout cas man foofu rek laay tëjee sama wax di rafetlu bu baax le fait que interprofession maïs interprofession agricole invité ñu mais le fait que mu organiser ko nii ba acteurs yëpp daje kenn ku ne mën a xam jafe-jafe morom kenn ku ne mën a xam un peu suñu bee lan mooy engagement mais en tout cas Sénégal moom bu ñu bëggee mu dox il faut lépp ñu delloo si ko Sénégal jël suñu xel yi ak suñu xalaat yi yemale ko biir Sénégal ba mu dox ñu soog a xooli biti réew mais suñu toogee fii rek naan importation parce que baykatu Canada bi dafa mën a joxe maïs bu rafet baykatu Canada bi mais yan condition la baykati Canada bi am te Sénégal am lan lañ koy jaayee intrant lan la ko état doon appuyer parce que état du Sénégal mu ngi subventionné mais gis nga intrant yi bu mu ñëwee dafa cher malgré subventionné nañ ko mais dafa cher benn saako kii de 18 750 ku ne xam ne dafa cher léegi kiy jënd maïs moom
dañ ko jëndee 100 nangam bi bu ñëwee ñu ne ko kaay ñu jaayee 200 mu ne noonu yéen seen maïs dafa cher xaaral ma dem importé kooku xëy na état am na lu koy subventionné am na lu koy appuyé si cours mondiaux yi am na kooku bu ñëwee maïs bi arrivé jusqu'au port de Dakar mën na revenir moins de 140 d'après bu may waxtaan ak le directeur Babar grand bu leen Dakar boobu nag ñaari année yi même nii mais moo ñu ngi teg suñu maïs ñu siiw jaayee ko 170 francs avec nos banques ak intérêt yi ñuy def banque ak engrais bi lu muy jar semence bi lu muy jar exploitation bi ñu ci def parce que ku ne xam ne Sénégal li ci ëpp ci nawet li ci ëpp ci campagne benn campagne lañ am ci maïs amuñ ñaari campagne beneen bi semence bi ku ne xam ne semence locale 2 tonnes 3 tonnes max suñu bëggee mu dox dëgg da ngeen dem produire ay hybride bi mën na la jox 5 tonnes ba 6 tonnes ba 7 tonnes mais est-ce que suñu Israël pare na pour multiplier ko ici parce que ñun luñ ci ren dañu importer 40 tonnes mais importation boobu kilo bi mu ngi ñëw 4500 les 20 kilos soit 20 léegi jëlal compte d'exploitation boobu ba xool ndax est-ce que nit mën naa jaay maïs bi 200 wala 250 suñu ko jaayee perte pour yëngu leen neex du ñu fay ban kon loolu foofu rek lay wax kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xam ne jafe-jafe yi si nekk yi mënuñ ko wax benn place mais xëy na bu continuer dinañ mën a defaat yeneen débat. Merci. C'est un cri de cœur de madame, s'il faut transcrire rapidement. Oui. Mais prof, je transcris. En bon mot. Donc, madame Seng Lima, qui est la présidente de l'interprofession, si on comprend bien, pour madame Aloré, vous avez senti que la famille de feu. Interprofession maïs, j'ai dit interprofession. Interprofession maïs. Non, je ne suis pas encore venu des guerres de professionnels. Donc, on entend tout à l'heure par son cri de cœur que ça a été quand même un plaidoyer qu'elle a adressé à l'attention du facteur. Il fut un temps, quand les producteurs de maïs s'adressaient au marché local, on les faisait comprendre qu'ils étaient très chers, que ce n'était pas compétitif. Donc, du coup, avant, la production importée est revenue ici en tout cas à 140, 150 francs CFA le kilo. Alors qu'au niveau local, on passe les 200 francs. Donc du coup, ce n'était pas du tout compétitif. Mais présentement, malgré le fait que la semence locale, avec les 2 ou 3 tonnes hectares en termes de rendement que ça donne, il parvient quand même à être plus ou moins autour de 250. Mais néanmoins, elle pense qu'aujourd'hui, il est temps que les acteurs s'asseyent pour qu'on essaie de voir ensemble comment trouver une solution durable par rapport à cette problématique. S'il faut des terres, les terres sont disponibles. S'il faut, parce qu'il y a 2 types de production des terres dans lesquelles on peut les mettre sous pluie et des terres qu'on peut également produire en des périodes de décrue, n'est-ce pas? Donc pendant cette dispositif, le foncier est là, pouvant au moins satisfaire la production, même si c'est une production dans l'année, sachant qu'au moins dans le cycle culturel, le maïs peut être produit 2 ou 3 fois par an. Mais pour le moment, la seule production annuelle, basée donc sur la production sur pluie, bien travaillée avec des semences hybrides, si encore la recherche, notamment d'Israël, CIME, pourrait normalement amener donc à poser cette problématique. D'autre part, elle a posé également un problème fondamental, à savoir, si nous, acteurs, nous procédons à des importations, l'État a consenti à des exonérations de droits, est-ce que cette manne, ou peut-être surtaxe, ne devrait pas être posée sur ces importations pour aider à financer la production locale? Je pense qu'également on peut le mettre en termes de recommandation, quelque chose qui peut être fondamental, qui fait que toute importation pourrait être, des prélèvements pourraient être faits pour aider maintenant à refinancer la production locale. Voilà de façon simple, résumée, Madame Sen, si vos recommandations, c'est que j'ai pu garder, bien sûr, les intrants coûtent cher, elle en a parlé, on n'en revient pas, l'engrais, les prêts au niveau des banques, ce n'est pas du tout gratuit, avec les taux d'intérêt. Obligatoirement, la production locale ne peut pas être vraiment compétitive par rapport donc, à l'importation. C'est la raison pour laquelle la recherche est interpellée, les producteurs sont interpellés, et qu'ensemble, nous puissions trouver une voie de solution. Je pense que c'est sous ce rapport que nous, au niveau de l'IPAS, on avait pris l'an de devoir signer une convention avec l'interprofession maïs, avec bien sûr le collège des provendiers, pour que nous puissions trouver durablement des solutions par rapport à cette problématique d'intrants qui
qui est le maïs. Voilà, je pense avoir fait le tour général des éléments. Merci. Je vais redevenir un producteur pour quelques minutes. Professeur, vous m'excuserez, je saute plusieurs fois. Si je fais des hors-sujets, les absents ont toujours tort, mais je m'occupe de vous. Hein. C'est pour ça que je m'absente. Moi, je vais parler d'organisation de la filière. Je sais que c'est les questions de qualité des intrants, de formation, bref, j'ai entendu le résumé. Parlons un peu de l'organisation des acteurs de la filière. Je ne tire pas sur l'UPAS, hein. Je suis parmi les fautifs, hein. Je ne tire pas sur l'UPAS. Dans la filière agricole sénégalaise, il y en a qui sont autoproclamés grands producteurs. Ils sont dans la salle. Il y en a comme moi, nous nous qualifions, mais en fait, on nous qualifie à juste titre de petits producteurs. J'en suis un. Quand une filière, quelles que soient ses performances, partout où j'ai été, c'est les filières organisées qui ont avancé. Partout où j'ai été. Vous me direz que vous n'avez pas beaucoup voyagé, mais j'ai quand même voyagé un peu. Je commence par les grands producteurs. Dans la salle, aujourd'hui, il y en a combien qui font des rotations aujourd'hui de 50 000 chers ou de 50 000 pondeurs? Il y en a combien dans la salle? Ici, là où on est. On parle de l'avenir de l'agriculture. Il y en a combien? Quelqu'un qui fait des rotations de 50 000, il y en a beaucoup au Sénégal, hein? 60 000. Vous avez vu les chiffres des études là? Il y en a combien dans la salle ici? S'il y en a, pas beaucoup. Il est là, je le vois. Je ne veux pas citer, il ne faut pas désigner. Non, non, je ne désigne pas. Je vous dis qu'ils ne sont pas nombreux. C'est bien. Depuis, quand j'étais à l'IPAS, pendant 10 ans, un plus, on s'est égosillé, on a crié. Quand il y a crise, ils viennent. Quand il n'y a pas de crise, tu les vois pas. Encore que quand il y a crise, ils pensent qu'ils peuvent, parce qu'ils sont balèzes, s'en sortir. Je le disais toujours, que moi je fonctionne par milliers, vous fonctionnez par milliards. Naturellement, quand je vais perdre des milliers, vous allez perdre des milliards. La crise de 2019, là, 2018, avant Covid, a montré ça. Ce que je veux dire, c'est que si les acteurs, les principaux, qui ont mis leur vie à coups de milliards, que ce soit fonds propres ou crédits, si ces gens-là ne prennent pas à bout de bras cette filière, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller là. J'en viens aux petits producteurs. On est conscient qu'il y a un risque, avec un pourcentage très élevé, que les petits producteurs disparaissent. S'ils disparaissent, ils l'ont voulu, à la limite ils le méritent, à la limite ce sera bien fait pour eux, moi y compris. Pourquoi? Quand on appelle petit producteur celui qui est en dessous de 5 000, les grands producteurs ils nous ont dit, vous faites 5 000, vous n'êtes compté pour moins que rien, bon, on est d'accord. 10 petits producteurs de 5 000, ça fait 50 000. 100 petits producteurs de 1000, ça fait 100 000. Quand vous vous regroupez, vous êtes 1000 petits producteurs. Vous évaluez votre consommation d'aliments. C'est des milliers de tonnes. Vous venez voir n'importe quelle provenderie. Vous dites, voilà ce que nous posons. Vous nous faites telle remise, sinon on va ailleurs. Il va vous dire, asseyez-vous, on va discuter. Les gars, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu là. Vous vous asseyez au-dessus. Mais si un petit producteur, il va seul, il compte pour moi de rien. Alors, ma conviction est que l'on soit petit producteur, que l'on soit grand producteur, si nous n'organisons pas la filière, mais surtout, si les acteurs de la filière ne prennent pas à bout de bras cette filière-là,
on va cogner le mur. Je suis dans la filière depuis au moins 25 ans. En tant que producteur, hein, pas en tant que vétérinaire. En tant que producteur, j'ai fait 25 ans. J'ai opté de rester petit producteur, c'est une option. Parce que je fais autre chose, je suis enseignant, tout le machin. Bon, j'ai opté pour ne pas dépasser 5 000, c'est une option. Donc je reste petit producteur. L'étude a montré qu'il y a 70% qui sont ce que nous appelons dans nos nomenclatures de marketing des nouveaux entrants. Ils sont là il n'y a pas longtemps. Ils vont disparaître, d'autres vont venir. Tous ceux qui font 60 000, 100 000, ce n'est pas celui qui faisait 1000 qui avance jusqu'à 1000. C'est des nouveaux entrants qui ont pris des milliards ailleurs et qui l'ont mis dans la filière. Ces milliards-là n'ont pas été générés, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas été générés par la filière. Alors que ce qui était normal, c'est que ces petits producteurs, la majorité, en tout cas une grande proportion, avancent, 10 ans, 20 ans, j'arrive à tel niveau. Moi, je pointe du doigt tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire. Si les acteurs eux-mêmes ne portent pas, ne s'engagent pas, ne se sacrifient pas, ne mettent pas leur bille dans la filière avicole, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va mettre son argent. Je donne un exemple, peut-être tu me regardes, si je suis long, tu m'arrêtes. Ok. Je donne un exemple, je m'arrête là. Il y a quelque temps, le ministère a conseillé un prix Porsche. Je crois que c'était 2400 à la fin. Qui c'est parmi nous qui a vendu à 2400 à ce moment-là? Peut-être personne. Ça veut dire quoi? Il n'y en a pas beaucoup. L'État va laisser libre concurrence. L'État n'a pas le rôle de venir dire vous vendez tant. Non. C'est les acteurs de la filière qui, maîtrisant leur coût de production, ils disent nous on va vendre à temps, les consommateurs sont là, l'État qui gère tout le monde va appeler et les producteurs et les consommateurs, il est entre les deux, il va le discuter, tomber d'accord. On ne dit pas que les producteurs vont imposer le prix, non. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les producteurs qui imposent le prix, ce n'est pas les consommateurs qui achètent très cher les produits, c'est les bananes. Ce qui m'est insupportable, je n'y peux rien. Je m'arrête. Docteur Ba, je suis déjà trop long. Mais les enseignants ont cette réputation-là d'être trop bavards. J'espère que ça a été intéressant. Merci. Président Aziz et membre de l'IPAS. Juste pour demander, poser quelques questions par rapport aux panélistes. Comme le président des Provandiers, M. Claude Diop, je respecte beaucoup même. Et à Boucher aussi, le représentant du ministère du Commerce. À Monsieur le Président Claude, moi, Fallou Samb, en tant que producteur, et je pense que je parle au nom de tous les producteurs, on est vraiment étonnés après ce que nous avons entendu aujourd'hui par rapport à la levée des taxes sur le maïs, le soja et les autres de soja. Pourtant, l'aliment coûte excessivement cher jusqu'à présent. En plus, il n'y a pas la qualité. Autre chose, il y a la rareté de l'aliment. Surtout dans les régions. Dans les régions, on ne trouve pas de l'aliment. On est obligé des fois de donner du riz ou autre chose au poulet. Et là, c'est un problème. Il n'y a jamais eu de communication entre acteurs de la filière agricole, surtout entre producteurs et commandiers. De même que aussi les accoupeurs. Du côté du commerce, du
représentant du ministère du Commerce. C'est juste pour vous dire que tout à l'heure, vous avez parlé des fonds qui sont décidés pour les agriculteurs, qui existent et qui sont là déjà. Et que vous avez demandé à ce que des acteurs déposent des projets. Monsieur, c'est pour vous dire que depuis 2021, septembre, la majeure partie des acteurs de la filière agricole ont déposé des projets au niveau de la terre et du constat. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun agriculteur qui a bénéficié de ces fonds, qui a vu le financement de son projet. On ne dit pas qu'il n'y a pas de financement pour l'agriculture. C'est pourquoi je dis qu'il y a ce que j'appelle NGP, c'est-à-dire nouveaux gros producteurs. Et ces nouveaux gros producteurs ont vraiment forcé les petits producteurs. Au moment où je vous parle, tout à l'heure, il y a le docteur, je pense, qui disait que le coût du poulet était de 1600, aujourd'hui c'est 2300. Actuellement, les producteurs ont élevé des sujets qui ont 2 kg et plus et qui n'arrivent pas à les revendre à 2400. Ça, c'est un problème. Pourquoi? C'est à cause de ces NGP et en plus, les provendiers, les industriels qui produisent de l'aliment, qui produisent aussi des poulets de chair. Voilà, ils font tout. Ils sont dans tout le maillon. La chair. Et c'est eux-mêmes qui contrôlent le prix. Et qui donnent des prix que nous ne pouvons pas vendre. C'est pourquoi, à chaque fois, on voit des petits producteurs, 2 ans après, on les voit plus dans l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on est concurrencé et déloyé. Ça, c'est pourquoi je dis que je m'arrête là, ils sont un peu voir. Mais là, c'est sûr et certain que ça, c'est un problème. On ne sait plus à quel sens se vouer. Vous allez dans les banques, vous amenez vos projets. Le chef d'agence, il regarde le projet, il faut agriculteur, il te dit non, posez ce projet de notre côté. Pourquoi? Parce que il y a un problème. À chaque fois, il y a des problèmes de crise. Et on ne voit souvent pas l'accompagnement de l'État par rapport à ces crises. Ça, on ne le voit pas. Tout à l'heure, on parlait de l'IBAS. Vous allez voir demain, vous aurez la réponse demain. C'est demain que vous allez voir la réponse. Pourquoi on ne voit pas l'IBAS dans nos programmes? Vous allez faire cette remarque même au niveau de cette salle. Et sinon, on n'arrive pas à résoudre ce problème. C'est sûr et certain que on ne l'arrivera jamais. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier IBAS de nous avoir conviés à cet atelier très important pour l'avenir de la filière agricole au Sénégal. Et saluer tous les panélistes, tous les responsables qui sont ici présents. Et vous dire notre fierté d'être parmi vous. Parce que moi, je suis un pur produit de l'élevage. Bien que je sois au niveau de l'agriculture, beaucoup ne le savent pas. Mais il y en a parmi nous qui le connaissent, qui me connaissent très bien, parce qu'on a cheminé ensemble. Je pense qu'il se reconnaîtra. Il est derrière moi. Depuis 1988, je suis à l'élevage. C'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de dire vraiment me préoccupe, mais aussi me motive à aller de l'avant. Jean-Charles Faye, je suis le directeur exécutif du Fonds national de développement agro-silvopastorale. En fait, pour revenir rapidement, parce que je pense que le diagnostic a été très bien établi, les panélistes ont posé quelques esquisses de solutions.
mais peut-être il faudra qu'on puisse approfondir davantage. Parce que souvent on dit qu'au Sénégal on parle trop, mais peut-être il faudrait qu'on essaie de voir maintenant comment on va agir pour régler nos problèmes. Je pense qu'il y a quelques esquisses de solutions que j'ai vues autour de la table. La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté que les acteurs individuellement doivent prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens s'engagent. Est-ce qu'au Sénégal, est-ce qu'on aime notre pays d'abord? Ça, c'est la première chose que je me pose là. Ensuite, est-ce qu'on est prêt à partager les bénéfices entre nous? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que les gens ne sont pas égoïstes quelque part? Parce que quand on voit comment les gens doivent se structurer pour s'organiser, on a dit un pays ne va jamais se développer si les gens ne sont pas structurés, ne sont pas organisés. Ça, c'est clair. C'est un postulat sur lequel il faut qu'on s'accorde. La deuxième chose, il faudrait nécessairement que quand les maillons sont à l'intérieur d'une filière, que les gens acceptent de se partager les bénéfices, les risques, les bénéfices et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on est prêt? Ça, c'est un constat que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler dans le développement rural. Et encore plus quand j'ai commencé à aider les acteurs à s'organiser. Nous avons essayé au niveau du fonds à aider les acteurs à s'organiser au niveau de 13 à 14 filières. Et quand on vient au niveau de l'agriculture, le constat est là. Les gens, au niveau maillon producteur, transformateur, accouveur, et ainsi de suite, on se rend compte que chacun essaie de tirer vers lui les bénéfices. Et je pense quelque part qu'il faudrait que l'IPAS, en termes de solutions, commence à travailler pour que les gens puissent avoir des échanges afin que le partage des risques, des bénéfices puisse se faire à l'intérieur de l'interprofession. Est-ce qu'on a réellement une interprofession vivante, fonctionnelle, etc. Ça, c'est une question qu'il faut régler. Demain, peut-être, on pourra rentrer dans le vif du sujet avec le deuxième panel. Mais je pense que c'est ça qui va permettre de commencer à trouver des solutions. Parce que les solutions vont être trouvées à l'intérieur des acteurs eux-mêmes. Le PRAVIS a été mis en place, élaboré, conçu. Comment l'État doit commencer à sortir sa main de la mise en œuvre pour commencer à responsabiliser les acteurs. Mais il faudrait que l'État sente que ces acteurs sont responsables déjà et qui sont prêts à prendre les choses en main. Donc je pense que ça c'est une solution concrète. Comment on va faire? Le docteur l'a dit, le professeur l'a dit ce matin. Comment le PRAVIS va pouvoir être mis en œuvre avec une implication réelle des acteurs? Ça c'est une question à laquelle il faut trouver une réponse. La deuxième chose, malheureusement il sort, le ministère du Commerce. J'avais dit, quand il a exposé, bon, j'ai un peu tiqué parce qu'il a parlé des exonérations sur un certain nombre de produits, notamment du maïs. Bon, la présidente en a parlé. Au moment où les gens sont en train de construire une interprofession maïs du Sénégal, avec beaucoup de difficultés, bien sûr. J'ai fait un clin d'œil à mon ami Claude. Pour les agro-industriels qui devaient être tirés pour rentrer dans l'interprofession, ça s'est fait difficilement. Mais si on parvient à avoir une interprofession maïs du Sénégal, avec la connexion qui doit exister entre les producteurs et les transformateurs, ça veut dire quoi? Il faut que dans nos pays, qu'on parvienne à commencer à produire du maïs compétitif pour aider à résoudre les questions d'approvisionnement de nos unités. Il y a eu beaucoup de problèmes depuis des années, ils ont eu des difficultés pour se parler. Parce que tantôt les provendiers disent que bon, la matière première qu'on leur donne, il y a beaucoup de cailloux qui cassent les unités hautes. Les autres disent que bon, le prix auquel on leur prend le maïs n'est pas tellement favorable. Mais il faut qu'on commence à discuter. Derrière, l'État doit être derrière pour accompagner cela, pour faire de telle sorte qu'on construise une filière, qu'on construise une interprofession. Si maintenant, c'est vrai qu'il faut régler des problèmes immédiats, ok? C'est l'approvisionnement des unités. Si le problème se pose et qu'on dise qu'on va le régler de manière conjoncturelle, oui. Mais si, dans votre discours, vous dites qu'il faut qu'on essaie de voir comment assurer la durabilité de cette action-là, moi je dis non. Ça pose un problème parce qu'on n'arrivera jamais à faire sortir nos acteurs de la situation dans laquelle ils se situent, avec des rendements très faibles,
avec un maïs qui n'est pas compétitif, qui n'arrive pas à respecter les normes de qualité, avec un accompagnement qui n'est pas là, chercheurs, conseils agricoles, formation. Donc il faudrait nécessairement que l'État soit derrière pour accompagner tous ces processus-là. Oui, pour une situation conjoncturelle qu'il faut régler, pour réduire, pour éliminer les taxes, mais non pour la durée. Il faudrait que l'État accompagne pour faire de telle sorte que ces filières puissent être construites au Sénégal au même titre que dans tous les autres pays. Il faut qu'on soit compétitif. Donc je pense que quelque part, il faudrait vraiment pour cette solution voir comment la nuancer pour faire de telle sorte qu'on puisse construire nos filières dans notre pays. Donc voilà un peu quelques aspects, mais je pense qu'on va y revenir d'ici demain. Mais moi je dis que la solution c'est les acteurs eux-mêmes. Il faut que les acteurs se prennent en main. L'État doit avoir en face de lui des interlocuteurs crédibles, mais forts, qui puissent négocier avec l'État pour prendre en main un certain nombre d'activités privées. Et il faudrait qu'on puisse arriver à construire ensemble, avec tous les acteurs, un partenariat gagnant-gagnant. Le bénéfice, comment il va être réparti entre les acteurs. Et je pense que les solutions qui ont été évoquées par M. Sall sur les OAC, je pense que c'est des solutions comme ça qu'il faut voir. Comment réduire au maximum les OAC qui seront importés pour faire de telle sorte que dans nos pays qu'on commence à produire. C'est la même chose sur le maïs et sur les autres facteurs de production qui permettront vraiment de rendre la filière beaucoup plus compétitive. Je pense que c'est un peu ce que je voulais dire. Bon, on va y revenir. Moi, je serai pas sur les interprofessions. Demain, on va vraiment discuter beaucoup sur ces aspects-là pour permettre à ce que les acteurs se prennent en main. Moi, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est un cri de cœur. Et je pense qu'il faut nécessairement, quand nous, Sénégalais, qu'on puisse savoir qu'on est dans ce pays-là, on n'est pas hors du Sénégal. Si on doit construire, on construit ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Merci. Pour ce qui est des prix, on a soulevé, j'en peux donner quelques réponses. Je fais des propositions, mais surtout aussi des réponses, parce qu'on a interpellé beaucoup l'administration, le ministère de l'élevage. Peut-être il y a des informations qu'il faut partager. Alors, pour ce qui est des prix, des questions d'exonération, je commence par là. Je pense que Jean-Charles, ce qu'il a dit dans les principes, c'est effectivement l'esprit du gouvernement. Ce sont des mesures conjoncturelles et le ministère du Commerce, en relation avec tous les ministères concernés, va faire un suivi régulier. Je pense que tous les 3 mois, on va revoir la structure des prix. Et s'il faut changer les arrêtés, on les change. Le gouvernement n'a pas pris une décision d'exonération définitive. Ça dépend. Je parle aussi sous le contrôle de Claude, qui a représenté les fromagiers pour ce qui est donc de toutes ces questions d'exonération. Ce n'est pas définitif. On le prend de manière conjoncturelle. Maintenant, pour ce qui est de l'aliment bétail, l'aliment volaille également, je pense qu'on a parlé de cherté. Effectivement, c'est cher. Tout est cher aujourd'hui, mais le gouvernement a fait le maximum. Quand on discutait de ces prix-là, finalement, le gouvernement n'avait plus de solution par rapport à des subventions ou des baisses. Il ne restait aujourd'hui que le soja. Ils ont pris la décision d'exonérer le soja. Et les prix ont effectivement baissé. Je pense que Claude pourra nous donner les prix avant mesure et après mesure. Je sais qu'après mesure, au niveau des producteurs, c'est 19 500. Mais quand on faisait le travail, on était à plus de 20 000 francs et quelques. Donc il pourra donner, on parlait même de 22 000 sur le terrain. Pour ce qui est également de la volaille, je pense que le professeur Gueye, ce n'est pas 2400, mais c'est 2500. Et là aussi, ça fait l'objet de discussions entre tous les acteurs concernés. Peut-être que vous n'étiez pas là, tout le monde n'était pas là, mais chaque catégorie d'acteurs était présente. Et donc, on a décidé de fixer un prix plafond. Et vous avez parlé de Banabana, on a longuement discuté de Banabana. On a dit qu'il faudrait que dans l'avenir même, en dehors de cette mesure, on fasse en sorte que le producteur ne souffre pas, en tout cas, du dictat des Banabana. C'est pourquoi on avait fixé le prix à 2500 minimum hors charge. Je pense que c'est même Dr Bach qui avait fait cette proposition avec Dr
ils nous ont donné la structure des prix de revient du poulet, et on avait dit qu'à 2500 minimum, ils pouvaient s'en sortir, avant de fixer même le prix au consommateur. Je pense que ça a fait l'objet de beaucoup de réflexion, et la réflexion se poursuit, et il y aura des révisions au plus soin. Maintenant, en dehors de ces solutions conjoncturelles, il y a des solutions structurelles. C'est là où je voulais insister sur, aujourd'hui, l'instruction donnée par le chef de l'État au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire et à l'ensemble des ministères concernés, élevage, pêche en particulier, mais aussi les autres comme le commerce et l'industrie, pour élaborer une stratégie de souveraineté alimentaire. Je pense que tout ce qu'on a dit ici relève de la souveraineté alimentaire. Pour ce qui est de l'élevage, nous avons identifié les chaînes de valeur lait, viande et aviculture, voilà donc pour la souveraineté alimentaire. Nous avons fait toutes les études, toutes les prospections, toutes les simulations possibles et nous avons vu dans nos statistiques que pour ce qui est de l'aviculture, la demande solvable est satisfaite. On peut considérer qu'on est autosuffisant. Si vous avez besoin en dehors des formes d'organisation de la production, si on a besoin de poulet ou d'œufs, on le trouve sur le marché. Maintenant, il y a des phases creuses et à partir de l'année ou des périodes de l'année où il y a un excédent. Ça arrive, ça relève de l'organisation dont on a parlé, il y aura certainement des solutions dans le futur. Alors, pour cette agriculture, on sait qu'on a traversé une crise, on est toujours dans la crise. Et les crises, quand même, à mon avis, les crises ont l'avantage de réveiller les acteurs. Aujourd'hui, c'est à partir de cette crise qu'on a commencé, on a parlé de Pravis pour ce qui nous concerne, on a parlé de stratégie de souveraineté alimentaire. Actuellement, le premier draft est prêt. On l'a partagé le vendredi en conseil interministériel, présidé par le Premier ministre et tous les ministres concernés, et sera présenté même cette semaine au chef de l'État. Un programme de près de 5 000 milliards pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Alors, pour ce qui est de l'aviculture, ce qui a été retenu, ce que nous avons proposé est retenu, et qui ressort des directives données par M. le Premier ministre, c'est que qu'on retienne, comme on l'a proposé, la souveraineté en termes croisés, avec tout ce que cela comporte sur la base de vos propositions qui ont été faites, de 30 fermes reproducteurs, etc. Tout ça, on l'a mis dans le document. On l'a budgétisé également. Et ça a été retenu par M. le Premier ministre. Et on a donné une instruction, après validation, qu'on puisse le mettre en œuvre. Et je dois même ajouter que durant le week-end, le vendredi, samedi et dimanche, le ministère de l'Agriculture a invité mon collègue de l'élevage, en particulier la CEP, pour travailler sur le compact, parce que du 27 au 27, il y aura la partie qui sera à Dakar, une grande rencontre, sur un compact agricole. Et ce matin même, notre collègue nous a envoyé des projets qui ont été proposés. Et dans le domaine de l'agriculture, il y a le programme pour la souveraineté en OAC, un programme pour la valorisation des produits avicoles. Ça, il y a un important programme qui a été proposé. Et le troisième programme pour l'agriculture, le développement de l'agriculture rurale. C'est ça qui a été proposé dans le programme. Et ça se retrouve également dans la stratégie de souveraineté alimentaire. Et donc, pour ce qui est de cette stratégie de souveraineté alimentaire, il y a également le maïs. On a longuement parlé du maïs. Je pense que lors de la première réunion de la stratégie, Mme Nina était invitée par le ministre de l'Agriculture. Et pour toutes les réunions aussi, nous, on a insisté parce qu'il y a le maïs pour l'homme, mais surtout le maïs pour l'agriculture. Et déjà, le chef de l'État avait donné instruction au ministre de l'Agriculture pour produire 800 000 tonnes de maïs. Et on l'a repris dans la stratégie de souveraineté alimentaire. Et c'est un axe extrêmement important qui sera mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture en relation avec le ministère de l'Élevage et des autres. Et donc, ça, je pense que c'est pris maintenant en main. Et le Premier ministre l'a répété même lors de ses conclusions
pour demander que les ministres travaillent pour assurer la souveraineté également alimentaire en termes de maïs. Maintenant, toutes les questions techniques qui sont posées, nous, on ne peut pas le résoudre ici. Ce n'est pas une affaire d'une année, ni de 2 ans, ni de 3 ans, ni de 4 ans. Parce qu'il faut produire suffisamment de maïs, il faut améliorer les rendements, que le maïs soit compétitif, qu'il soit de qualité, comme le veulent les profandiers, qu'il y ait des mesures pour un peu accompagner les producteurs locaux au détriment des importations, comme on l'a fait avec la culture, avec les cultures horticoles. Un gouvernement ne peut pas prendre une décision d'arrêter des produits qui viennent de l'extérieur tant que la production intérieure ne parvient pas à satisfaire la demande. Donc là, c'est un jeu d'équilibre qu'on va prendre progressivement. Mais il faut un effort national pour produire suffisamment de maïs et du maïs de qualité. Et ça, c'est une instruction du chef de l'État. Avant même qu'on ne le mette dans la souveraineté, avant qu'on ne démarre la stratégie, cette instruction a été donnée bien avant la campagne agricole 2022-2023. Donc, ça veut dire que c'est une préoccupation du gouvernement. Alors, c'est les mesures qui doivent l'accompagner. Également, le Premier ministre, le vendredi, a donné des directives par rapport à ça. Elle a demandé au ministre de l'élevage, en relation avec les autres, de proposer toutes les mesures nécessaires, des réformes pour accompagner le processus. En termes de textes réglementaires, de la production, mais également en termes de fiscalité, de la cité. Et écoutez bien, en ce qui concerne la mesure d'interdiction des importations, il a demandé au